Depuis 10 ans, le manoir Beaulieu s'est figé dans un silence glacial, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Pierre Beaulieu, autrefois figure flamboyante du monde des affaires dans le sud de la France, s'est replié dans sa vaste propriété entourée de cyprès et de murs de pierre. Jadis lieu de réceptions animées, de rires d'enfants et de musique au piano, la demeure est désormais plongée dans une mélancolie épaisse, où chaque couloir résonne d'un vide oppressant. Le cœur de ce silence, la disparition soudaine de Camille, sa fille unique, âgée de 6 ans à l'époque. Pierre n'a jamais vraiment parlé de ce jour-là, ni à la police, ni aux rares amis qu'il avait conservés. Depuis la mort de sa femme, survenue 2 ans après la disparition de Camille, il ne s'adresse qu'à ses employés les plus anciens. Il vit selon une routine stricte, calculée, presque mécanique, et n'autorise personne à bouleverser cet équilibre précaire. Les chambres de l'aile ouest, là où vivait Camille, sont restées fermées. Seule la femme de ménage en nettoie la poussière de temps à autre, dans un silence absolu. Un matin d'automne, alors que la brume persistait sur les champs et que la rosée s'accrochait encore aux vitres, une nouvelle employée arriva au manoir. Elle s'appelait Élise, elle venait de Lyon et avait été recommandée par une agence discrète. Jeune, discrète, les cheveux attachés avec rigueur, elle accepta sans discuter les règles strictes de la maison. Pierre la salua à peine lors de son arrivée. Il se contenta d'un regard bref, suivi d'un geste vers la cuisine. Il n'avait pas l'intention d'apprendre son nom. Durant les premières semaines, Élise s'attacha à sa tâche avec efficacité, évitant les questions, les regards insistants et les zones interdites. Elle se contentait de nettoyer, de préparer le thé, d'ouvrir les volets au lever du jour et de les refermer à la tombée de la nuit. Pierre, de son côté, passait de longues heures dans la bibliothèque ou dans son bureau, à relire les mêmes dossiers, à contempler les mêmes photographies. Le manoir semblait suspendu, incapable de respirer. Mais un matin, alors que Pierre descendait l'escalier pour son café habituel, il s'arrêta net. Une mélodie s'élevait de la salle de musique, pièce qu'il n'avait pas ouverte depuis une décennie. C'était une pièce douce, jouée au piano, avec une certaine hésitation dans le rythme, mais une émotion vibrante dans les notes. Les doigts ne couraient pas avec virtuosité, mais avec une tendresse palpable, comme si le musicien redécouvrait une langue oubliée. Pierre resta figé quelques secondes, le cœur battant. Il reconnut instantanément cette musique. Ce n'était pas une mélodie quelconque, c'était la leur. Celle qu'il avait composée avec Camille lorsqu'elle avait 8 ans, 2 années avant sa disparition. Une œuvre intime, jamais enregistrée, jamais transcrite. Ils l'avaient créée ensemble, un après-midi d'été, entre rires et fausses notes. Camille en connaissait chaque variation, chaque silence, chaque inflexion. Après sa disparition, Pierre n'avait jamais eu la force de la rejouer. Et pourtant, à cet instant précis, elle résonnait à nouveau entre les murs, chaque note ravivant une douleur endormie. Poussé par une impulsion irrépressible, Pierre traversa le hall à grands pas, ouvrit brusquement la porte de la salle de musique et s'arrêta au seuil. Élise était là, assise au piano, les yeux fermés, les mains posées délicatement sur les touches. Elle ne semblait pas consciente de sa présence. Son visage exprimait une étrange paix mêlée d'une émotion contenue, comme si cette musique jaillissait de très loin, d'un endroit enfoui au plus profond d'elle. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux, dessinant des motifs d'ombre sur le parquet, tandis que la mélodie continuait de couler douce et fluide. Pierre sentit une sensation étrange envahir son corps, un mélange d'effroi, de colère et d'espoir. Il s'approcha lentement, comme pour ne pas briser ce moment irréel. Lorsqu'Élise rouvrit les yeux et le vit, elle sursauta légèrement, retirant ses mains du clavier. « Monsieur, je suis désolée, je ne voulais pas… » Mais il ne répondit pas. Il la fixait, figée. Il n'arrivait pas à comprendre. Comment une jeune femme, venue de nulle part, pouvait-elle connaître cette mélodie, celle qu'il n'avait partagée qu'avec Camille? Rien ne semblait logique, rien ne pouvait expliquer cela. Un silence lourd tomba sur la pièce. Pierre, les poings serrés, fit un pas en arrière, puis un autre. Il sortit de la salle sans un mot, laissant Élise seule, confuse, devant le piano. La porte se referma lentement derrière lui, comme si le manoir lui-même retenait son souffle. Le silence était revenu, mais quelque chose avait changé. Le lendemain matin, Pierre se leva plus tôt que d'habitude. L'angoisse de la veille ne l'avait pas quitté. Il s'était retourné toute la nuit, incapable de chasser de son esprit cette mélodie. L'air, les silences, la progression mélancolique du thème principal, tout était identique à ce qu'il avait composé avec Camille. Une création si personnelle,
si intime qu'il n'y avait aucun doute possible. Il n'avait jamais enregistré cette musique. Elle n'existait dans aucun cahier, dans aucune partition publique. C'était une œuvre secrète, née d'un après-midi passé avec sa fille dans cette même pièce. Et pourtant, Élise l'avait jouée. Pas de façon approximative ou intuitive, mais avec précision, comme si elle l'avait apprise lentement avec le temps. Pierre descendit dans le salon, nerveux. Il entendait des bruits venant de la cuisine. Élise était déjà là, préparant le thé avec sa rigueur habituelle. Lorsqu'il entra, elle leva les yeux mais il ne dit rien, se contentant de la regarder longuement. Elle détourna le regard, manifestement troublée par la tension qu'elle percevait. Il attendit que le silence s'installe, puis rompit l'habitude de plusieurs semaines en lui adressant la parole d'un ton froid. « Cette musique, celle que vous avez jouée hier, où l'avez-vous apprise » Élise sembla surprise par la question directe. Elle posa la théière avec précaution et répondit lentement, choisissant ses mots. « Je ne suis pas sûr. Je la connais depuis longtemps. Elle me vient parfois en rêve. Je l'entends, comme un souvenir, mais flou. Je ne sais pas d'où elle vient. » Pierre la dévisagea, cherchant le moindre indice de mensonge dans ses yeux. Mais elle semblait sincère, presque troublée elle-même par ce qu'elle disait. Cette mélodie n'a jamais été enregistrée, jamais jouée ailleurs qu'ici, dans cette maison. Elle n'est pas dans les livres, ce n'est pas une coïncidence. Élise haussa à peine les épaules. Elle ne comprenait pas ce qu'il voulait dire exactement, ou feignait de ne pas comprendre. « J'ai toujours aimé le piano. Parfois je joue ce que j'entends dans ma tête. Cette musique revient souvent. Elle m'apaise, même si je ne sais pas pourquoi. » Pierre resta silencieux, le regard perdu. Il se revit avec Camille, assis côte à côte sur le vieux tabouret du piano, ses petites mains sur les touches, lui expliquant la structure des accords, les variations douces qu'elle adorait inventer. Il revit ses rires, ses efforts maladroits mais passionnés pour retrouver une note juste. C'était leur moment, rien qu'à eux. Et maintenant, cet inconnu, venu de nulle part, jouait cette même musique avec une émotion si juste, si familière. Il passa la journée enfermé dans son bureau, repassant en boucle les souvenirs de Camille. Il ouvrit de vieux cartons, ceux qu'il n'avait jamais eu la force de trier. Des dessins d'enfants, des photographies, des petits objets qu'elle aimait garder, une épingle cassée, une pierre trouvée dans le jardin, une vieille clé sans serrure. Rien ne l'aidait à comprendre. Rien n'expliquait comment cette jeune femme pouvait avoir accès à quelque chose d'aussi profondément enfoui. En fin d'après-midi, alors que la lumière déclinait, il alla dans la salle de musique. Le piano, un demi-queue noir brillant, trônait toujours au centre de la pièce. Il n'y avait pas touché depuis 10 ans. Il s'assit lentement, posa les mains sur les touches. Elles lui semblaient froides, étrangères. Il joua les premières notes de la mélodie, maladroitement. Ses doigts tremblaient. L'émotion était trop forte. Il s'interrompit, ferma les yeux, revoyant Camille, ses cheveux blonds en bataille, son sourire lumineux. Il se leva brusquement. Non, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Quelque chose lui échappait. Et cette chose avait commencé avec Élise. Le surlendemain, il observa la jeune femme discrètement. Elle effectuait ses tâches avec calme. Rien dans son comportement ne trahissait une quelconque imposture. Elle ne posait pas de questions, ne cherchait pas à fouiller. Mais Pierre remarqua autre chose. À plusieurs reprises, elle s'arrêta devant certains objets de la maison. Un tableau accroché dans le couloir menant à l'aile ouest, une petite figurine en porcelaine sur la cheminée du salon, un banc dans le jardin, sous le vieux chêne. Elle s'y attardait, le regard absent, comme si elle les reconnaissait, comme si ces objets portaient en eux un écho familier. Il décida de la tester. Un matin, il lui demanda de l'aider à ranger la bibliothèque de l'aile ouest qu'il prétendait vouloir réorganiser. Cette partie de la maison avait été fermée depuis des années. Lorsqu'ils entrèrent, Pierre observa la réaction d'Élise. Elle marqua un léger arrêt sur le seuil, comme si l'air y était différent. Elle passa la main sur le rebord d'un meuble, leva les yeux vers une étagère. « Cet endroit me semble, je ne sais pas, comme si j'y étais déjà venu. C'est étrange. » Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se força à rester neutre, mais en lui, une conviction grandissait. Il la laissa seule quelques minutes dans la pièce, prétendant aller chercher d'autres cartons. En revenant, il la trouva assise sur le tapis, un livre d'images entre les mains. C'était l'un des livres préférés de Camille, abîmé par le temps, mais encore lisible. Élise tournait les pages lentement,
le visage troublé. « Vous connaissez ce livre » demanda-t-il, la voix maîtrisée. Elle leva les yeux vers lui. « Non. Enfin, je crois que non. » Et pourtant, elle ne termina pas sa phrase. Elle ferma doucement le livre, comme on referme une porte trop lourde à franchir. Pierre sortit de la pièce sans un mot. Il savait désormais que ce qu'il avait pris pour une coïncidence n'en était pas une. La musique, les objets, les gestes inconscients. Tout cela formait un fil, fragile mais réel, qui le ramenait inlassablement à Camille. Il n'avait jamais cru au hasard, mais ce qu'il vivait échappait à la logique, ou plutôt à une logique ordinaire. Peut-être que la vérité ne se trouvait pas dans les papiers, ni dans les archives, mais dans ces signes infimes, disséminés dans la mémoire d'une jeune femme qui ne savait pas d'où elle venait. Et il était bien déterminé à comprendre pourquoi. La soirée s'annonçait calme, mais une tension imperceptible planait sur le manoir. Pierre, d'habitude silencieux, s'était montré inhabituellement présent toute la journée. Il observait Élise avec une attention froide, presque clinique. À plusieurs reprises, il avait failli lui parler, mais s'était ravisé. Quelque chose dans son attitude laissait supposer qu'il cherchait à confirmer une intuition. De son côté, Élise sentait ce changement. L'atmosphère avait perdu de sa routine distante. Pierre ne se contentait plus d'ignorer sa présence, il la guettait. Lorsqu'elle entra dans la salle à manger pour dresser la table du soir, il l'attendait déjà, assis droit, les mains croisées sur la nappe blanche. Il ne dit rien pendant de longues secondes. Puis, d'un ton neutre, presque administratif, il lui demanda de s'asseoir. Elle hésita, déconcertée par cette demande inhabituelle, mais obéit. « Je veux comprendre, Élise. Cette musique que vous avez jouée, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. C'est une mélodie très spécifique. Elle a été composée dans cette maison, entre ces murs, et vous la connaissez. Vous venez de Lyon, vous dites ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, j'ai toujours vécu là-bas. Enfin, pas toujours exactement. » Il pencha légèrement la tête. « Expliquez. » Elle baissa les yeux vers ses mains, mal à l'aise. Sa voix devint plus douce, presque un murmure. « J'ai grandi dans un orphelinat près de Lyon. J'y suis arrivé quand j'avais, je crois, 5 ans. Avant ça, c'est flou, très flou. On m'a retrouvé seul, paraît-il, près d'une petite gare. Personne ne savait qui j'étais. Pas de papier, pas de nom. Ils m'ont appelé Élise. » Pierre ne répondit pas tout de suite. Il semblait analyser chaque mot, chaque hésitation. Puis il demanda, plus doucement, « Vous souvenez-vous de quelque chose avant cet orphelinat? Des images? Des sons ?» Elle sembla lutter intérieurement. « Parfois, j'ai des impressions, des choses qui me traversent sans prévenir. Une odeur de bois humide, une lumière qui traverse une verrière, un piano, toujours, et une voix, celle d'un homme. Mais rien de précis, rien que je puisse expliquer. » Un silence pesant s'installa. Pierre fixait un point invisible sur la nappe, pensif. Camille avait disparu à l'âge de 6 ans. Elle avait été vue pour la dernière fois dans le jardin de la propriété, en fin d'après-midi. Il n'y avait jamais eu de rançon, ni de piste solide. Tout avait disparu, comme si elle s'était volatilisée. Et voilà qu'une jeune femme, ayant perdu toute trace de son passé avant 5 ans, surgissait dans sa vie, avec cette mélodie gravée en elle. Il se leva sans prévenir. « Venez avec moi. » Sans discuter, Élise le suivit. Il la conduisit dans l'aile ouest qu'il gardait jusqu'alors fermée. Ils passèrent par le couloir étroit, puis s'arrêtèrent devant une porte peinte en bleu pâle, écaillée par le temps. Il l'ouvrit lentement. La chambre de Camille. Rien n'avait été déplacé depuis une décennie. Les livres, les jouets, la couverture colorée sur le lit, la lumière douce d'une fin de journée entrait par la fenêtre. Élise resta figée sur le seuil. « Entrez. Dites-moi ce que vous ressentez. » Elle obéit, les pas hésitants. Son regard balayait la pièce avec une intensité silencieuse. Ses doigts frôlèrent le bord du bureau, le dos d'une chaise. Elle ne parlait pas, mais sa respiration s'était faite plus lourde. Enfin, elle murmura, « C'est comme retrouver un endroit qu'on aurait rêvé 100 fois. Tout est familier. C'est insupportablement familier. » Pierre la regardait, tendu. Il la laissa seule dans la pièce quelques minutes. Lorsqu'il revint, elle était assise sur le lit, les yeux brillants, tenant un petit coussin brodé. « Je me souviens de ça, » dit-elle. « Je veux dire, je crois. Ce motif, les couleurs, ce genre de choses, elle ne s'invente pas, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison.
Ce genre de souvenirs, ces fragments, ne surgissent pas sans fondement. Pourtant, rien ne pouvait le prouver. Il lui fallait des faits, des documents. Il voulait croire, mais il lui fallait comprendre. Les jours suivants, Pierre entama des recherches discrètes. Il ne voulait alarmer personne, ni même Élise. Il fit appel à un détective privé à qui il avait autrefois confié le dossier de Camille. Ensemble, ils tentèrent de retracer le passé d'Élise. L'orphelinat en question, un établissement modeste de la périphérie lyonnaise, avait fermé ses portes 6 ans plus tôt, après un incendie qui avait détruit une grande partie de ses archives. Aucun registre antérieur à cette date ne semblait avoir survécu. Le détective fouilla, contacta d'anciens employés, mais les souvenirs étaient vagues, flous. Plusieurs enfants étaient arrivés anonymement. Certains avaient été placés par les services sociaux, d'autres étaient tout simplement apparus sans explication. Élise avait été l'une d'eux, une petite fille silencieuse, trouvée seule dans une gare, vêtue de vêtements trop grands pour elle, incapable de dire son nom. Elle n'avait pas parlé pendant presque 2 mois. Puis, lentement, elle avait recommencé à s'exprimer, à jouer, à apprendre. Aucun signe de traumatisme évident, mais une confusion tenace sur son identité. Pierre lut les rapports, examina les rares photographies, les témoignages. Tout concordait avec l'idée d'un déracinement violent, et plus il avançait, plus il voyait dans Élise une version future de sa fille. La forme du visage, l'expression du regard, la façon qu'elle avait de pencher la tête en écoutant, autant de détails troublants, mais insuffisants pour en tirer une conclusion. Un matin, il la trouva dans la serre, en train d'arroser les plantes. Elle fredonnait, la même mélodie, doucement, presque inconsciemment. Il s'approcha et elle s'interrompit aussitôt. « Pourquoi est-ce que je connais cette musique, monsieur Beaulieu? Pourquoi est-ce que cette maison me semble mienne ?» Il ne répondit pas. Il n'en avait pas encore les preuves, mais quelque chose lui disait que cette histoire, bien réelle, loin de toute fantaisie ou mystère inexplicable, allait le forcer à ouvrir toutes les portes qu'il avait longtemps refusé d'affronter. Le jour suivant, le manoir sembla encore plus silencieux que d'habitude, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Pierre Beaulieu avait passé la nuit à relire les quelques documents qu'il avait pu obtenir du détective. Mais l'absence de preuves tangibles, de lien direct entre Élise et Camille, transformait toute certitude en supposition. Il ne pouvait pas se permettre de se tromper. Pas à ce point. L'instinct, la ressemblance, les gestes, les souvenirs fragmentés, cela ne suffisait pas. Il fallait un dossier, un nom, un document, un enregistrement, quelque chose de réel qui pourrait faire face à une vérification formelle. Mais chaque piste rencontrait un mur. Le détective lui avait confirmé que l'orphelinat où Élise avait grandi avait connu un incendie 10 ans plus tôt, peu après sa fermeture officielle. Les archives, selon les pompiers, étaient stockées dans une aile désaffectée qui avait été totalement ravagée par les flammes. Aucun registre, aucune photographie, aucun carnet de soins, rien n'avait été sauvé. Les employés interrogés se souvenaient de l'arrivée d'une petite fille sans identité précise, vers l'âge de 5 ans, mais aucune description ne permettait de l'identifier formellement. Il n'y avait pas de trace officielle de l'origine d'Élise. Pour l'administration, elle avait commencé à exister à partir du moment où elle avait été nommée ainsi, à la suite de son admission. Pierre parcourut à nouveau les photos anciennes de Camille. Il les posa sur la table du salon, les comparant avec des images plus récentes d'Élise. C'était impossible à dire avec certitude. Le visage d'un enfant de 6 ans change considérablement en 10 ans. Mais certains traits subsistaient. La courbe de la mâchoire, la forme du front, la fossette sur la joue gauche lorsqu'elle souriait. Il chercha des marques physiques, des détails. Camille avait une cicatrice au-dessus de la hanche, souvenir d'une chute dans le jardin lorsqu'elle avait 3 ans. Lorsqu'il en parla à Élise, elle sembla surprise. « J'ai une cicatrice ici, oui. Je n'ai jamais su comment je l'avais eue. On m'a toujours dit que ça devait venir d'un accident d'enfance, mais je n'ai aucun souvenir. » Il lui demanda de lui montrer. Elle hésita, mais finit par accepter. La cicatrice était là, exactement au même endroit. Une ligne fine, blanchie par le temps. Cela aurait pu être une coïncidence, mais le doute s'enfonçait un peu plus profondément dans l'esprit de Pierre. Pourtant, chaque avancée semblait aussitôt confrontée à une impasse. Il chercha à contacter les services sociaux de la région de Lyon, mais les responsables actuels ne disposaient d'aucun enregistrement datant de cette période. Les enfants anonymes, sans identité officielle,
étaient souvent intégrés dans les systèmes sous des prénoms génériques, rendant leur traçabilité quasiment impossible. Il consulta également un ancien inspecteur de police ayant travaillé sur le dossier de disparition de Camille. L'homme, aujourd'hui à la retraite, se souvenait encore de l'affaire. « Votre fille a disparu sans laisser de traces, pas de témoins, pas de véhicule suspect, aucun indice concluant. C'est ce qui m'a toujours semblé le plus étrange. En général, il y a toujours un détail, quelque chose. Mais là, rien, comme si elle s'était évaporée. » Pierre lui parla d'Élise, de ses souvenirs flous, de la mélodie. L'homme écouta attentivement sans se prononcer. Il conclut simplement « Tant que vous n'avez pas de preuves, vous n'avez qu'un pressentiment. Et ça, ce n'est pas suffisant pour rouvrir une enquête. » Pendant ce temps, Élise, sans tout comprendre de la démarche de Pierre, ressentait un malaise croissant. Elle savait qu'il la surveillait, qu'il lui posait des questions ciblées, qu'il semblait chercher quelque chose à travers elle. Elle tenta de se convaincre que tout cela était le fruit du hasard, mais elle ne pouvait nier que cette maison, ce piano, ces objets épars dans les pièces, lui évoquaient une familiarité dérangeante, comme si elle n'était pas en train de découvrir un lieu, mais de le redécouvrir. Un après-midi, elle entra seule dans l'ancienne chambre de Camille. Elle s'assit sur le lit, regarda les étagères, les livres. Elle prit un ours en peluche posé sur une commode et le serra contre elle. Ce geste déclencha une émotion brutale, inexplicable. Ses yeux se remplirent de larmes sans qu'elle puisse dire pourquoi. Elle resta ainsi de longues minutes, le regard vide, jusqu'à ce que Pierre entre sans prévenir. Il l'observa, interdit. « Vous étiez souvent ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix sourde. Elle tourna lentement la tête vers lui. « Je ne sais pas, mais ça me semble vrai. » Il referma la porte derrière lui, s'approcha. Il s'assit sur une chaise près du lit, posa ses mains sur ses genoux, les poings fermés. Camille connaissait cet endroit par cœur. Elle avait ses cachettes, ses manies. Elle adorait s'allonger là, au pied du lit, avec un livre. Elle griffonnait partout, sur les murs, dans les livres, même sur les meubles. Il se leva, alla vers le bureau, ouvrit un tiroir, en sortit un cahier jauni. Il le tendit à Élise. « Regardez. » Elle l'ouvrit. Les pages étaient couvertes de dessins d'enfants, des maisons, des fleurs, un chien, une fille avec des cheveux blonds et une robe rouge. Élise les regardait, figée. Elle tourna une page, puis une autre. Elle s'arrêta brusquement. « Celui-ci, je... » Elle s'interrompit, la voix brisée. Pierre s'approcha. Le dessin représentait un arbre tordu, près d'un petit muret. En dessous, une inscription. « Le vieux chêne ». Élise le regardait avec stupeur. « J'ai rêvé de cet endroit la nuit dernière. Exactement comme ça. L'arbre, la forme des branches, le mur. C'était pareil. » Pierre sentit sa gorge se nouer. Le vieux chêne existait bien dans le parc. Camille aimait y passer ses après-midi. C'était là qu'elle avait eu son accident. Encore un signe. Encore un élément qui s'ajoutait à la liste. Mais toujours pas de preuve. Il savait que ses émotions pouvaient lui jouer des tours. L'envie de retrouver sa fille, même après toutes ces années, pouvait altérer son jugement. Mais ce qu'il voyait, ce qu'il constatait jour après jour, ne relevait pas de la simple coïncidence. Et pourtant, le plus grand obstacle restait là, devant lui. L'absence de documents, de données formelles, d'un lien administratif ou juridique qui pourrait confirmer ce que tout en lui criait comme une évidence. La vérité semblait à portée de main, mais sans ce fragment manquant, tout pouvait encore s'effondrer. Une semaine entière s'écoula, rythmée par le silence tendu et les échanges de plus en plus rares entre Pierre et Élise. Tous deux marchaient dans la maison comme sur un fil, l'un cherchant une preuve, l'autre tentant de comprendre ce qui, dans ce lieu, résonnait en elle avec une force sourde. Leurs regards se croisaient souvent, lourds de questions non posées, de réponses qui tardaient à émerger. Le manoir, dans sa froideur, semblait dissimuler quelque chose, et chaque pièce semblait retenir un soupir. Un matin, un orage éclata sans prévenir. Le ciel s'assombrit dès l'aube, et une pluie lourde s'abattit sur les jardins. Le vent fit claquer les volets, et l'humidité s'insinua jusque dans les couloirs du vieux bâtiment. Élise, inquiète de voir l'eau s'infiltrer sous les fenêtres du grenier, monta inspecter les lieux, une lanterne à la main. Elle n'y avait jamais mis les pieds. C'était un espace que Pierre gardait verrouillé, mais qu'il avait par inadvertance laissé ouvert en sortant la veille pour chercher un vieil album photo. La pièce était vaste, couverte de draps blancs recouvrant meubles et objets.
L'odeur de bois ancien et de poussière humide imprégnait l'air. En avançant, elle aperçut un coffre de voyage, large, cerclé de métal, avec une serrure rouillée mais ouverte. Le couvercle était entrouvert. Curieuse, elle s'agenouilla devant le vieux coffre et l'ouvrit complètement. À l'intérieur, des piles de vêtements d'enfants, soigneusement pliés, des jouets, des livres, des dessins, et au fond, un petit carnet à la couverture rose, usé par le temps. Elle le prit avec précaution. Les pages étaient remplies d'une écriture d'enfant, irrégulière, parfois illisible. Il ne portait pas de nom en couverture, mais dès les premières lignes, Élise ressentit une secousse intérieure. Chaque mot, chaque dessin griffonné en marge, semblait étrangement lui parler. Elle lut à voix basse, s'arrêtant sur des phrases simples. « Aujourd'hui, papa m'a appris une nouvelle chanson. Il dit que je joue mieux que la dernière fois. » Ou encore « Le vieux chêne a perdu une branche. J'ai eu peur qu'il tombe sur moi. » Elle tourna les pages, une à une, comme on épluche une mémoire endormie. Une série de dessins attira son attention. Des formes simples, mais précises. Une maison à la façade reconnaissable, un piano, un arbre tordu, un fauteuil à bascule, une balançoire en bois. Elle les connaissait tous. Les mains tremblantes, elle serra le carnet contre sa poitrine. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Ce qu'elle ressentait n'était pas une impression vague. C'était une douleur aiguë, celle d'une reconnexion brutale à quelque chose de perdu. Elle ne pouvait pas expliquer rationnellement pourquoi ce journal provoquait en elle ce bouleversement. Mais il y avait là une vérité viscérale. Elle resta longtemps dans le grenier, assise près du coffre, incapable de détacher son regard de ces pages qui semblaient lui appartenir autant qu'à une autre. Pendant ce temps, Pierre, inquiet de ne pas la trouver au rez-de-chaussée, monta à l'étage. Il suivit les bruits de la pluie martelant le toit et finit par entendre un faible grincement de pas dans le grenier. Il ouvrit la trappe, monta lentement et la vit, assise sur le plancher, le carnet dans les mains. Il reconnut le journal immédiatement. C'était celui de Camille. Il avait cru l'avoir perdu et le redécouvrir là, entre les mains d'Élise, eut sur lui l'effet d'un choc. Il s'approcha, s'accroupit lentement, regarda les pages. Il pointa un dessin. Elle adorait cette balançoire. C'était moi qui l'avais installée. On y passait des heures. Elle refusait de descendre tant que le soleil ne touchait pas le toit. Élise le regarda sans dire un mot, le visage bouleversé. Elle ouvrit le journal à une page précise, comme guidée par une force dont elle ne contrôlait pas les mouvements. Cette page, je crois que je l'ai dessinée. Pierre resta figé. La page montrait une main d'enfant tenant une autre, plus grande, identifiée par une flèche. Papa. Il la regarda, les yeux écarquillés, puis reposa son regard sur le dessin. Il s'assit lentement, le dos contre un vieux meuble. Le vent faisait encore trembler les volets. L'instant était lourd. Aucun des deux ne parlait, comme si les mots étaient désormais inutiles. Pourtant, Pierre savait qu'il devait garder la tête froide. Ce qu'il voyait, ce qu'il ressentait, confirmait ce qu'il soupçonnait depuis des jours. Mais l'esprit cartésien qu'il avait toujours cultivé l'empêchait de céder entièrement à l'émotion. « Élise, il faut qu'on sache. Ce journal est à Camille. Je le reconnais. Ces mots sont d'elle. Ce que vous avez dit sur le vieux chêne, sur la mélodie, tout ça, ce sont des souvenirs réels, pas des rêves. Il faut comprendre d'où ils viennent. » Elle acquiesça lentement. « J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un sans passé. Je me suis toujours sentie incomplète. Mais ici, tout semble me parler. J'ai peur, mais je veux savoir. » Ils descendirent ensemble, carnet en main. Pierre plaça le journal dans un tiroir de son bureau. Il prit son téléphone, composa le numéro du détective. « Je veux que vous fouilliez plus loin. Tout ce que vous pouvez trouver sur les jours qui ont suivi la disparition de Camille. Transport ferroviaire, hôpitaux, petites gares, témoins éventuels. Cherchez dans un rayon de 100 km. Quelqu'un a dû la voir. » Le détective promit de reprendre l'enquête avec une nouvelle orientation. Pierre, en refermant le téléphone, sentit un mélange d'excitation et de terreur. Il savait qu'il marchait sur une corde raide. Mais chaque fragment qu'il trouvait rapprochait Élise de Camille, non pas par hasard, mais par la logique brute des faits oubliés. Ce n'était plus seulement une intuition, c'était une reconstruction. Élise n'avait peut-être pas perdu son passé, il avait été effacé, ou caché, ou confondu dans les méandres de l'oubli. Et désormais, dans ce manoir imprégné de souvenirs, ces fragments épars trouvèrent leur place, un à un.
La pluie avait cessé depuis peu, mais l'air restait lourd et humide autour du manoir Beaulieu. Le soleil, timide, filtrait à travers les nuages comme pour tester la solidité de l'atmosphère lourde qui pesait sur la propriété. Depuis la découverte du journal de Camille par Élise dans le grenier, les jours suivants avaient été marqués par une tension délicate. Pierre s'efforçait de garder la tête froide, conscient qu'il ne devait pas se laisser emporter par l'émotion seule, mais chaque détail nouveau le rapprochait d'une vérité qu'il n'avait jamais osé envisager. Les documents retraçant des événements liés à la disparition de Camille, accumulés par le détective, avaient apporté quelques éléments supplémentaires, mais rien de décisif, rien qui permette d'établir un lien juridique entre Élise et Camille. Pourtant, un nouveau personnage allait changer la dynamique de cette quête, et tout particulièrement la perception que Pierre avait d'Élise. C'était un après-midi de mi-septembre, lorsque la porte d'entrée retentit d'un coup sec, suivi d'un bruit de pas hésitant dans le hall. Aucun domestique n'attendait de visite à cette heure-là. Pierre, qui travaillait dans son bureau, leva les yeux et fronça les sourcils. Il se leva et alla vers l'entrée, ses pas résonnant sur le parquet poli. Un homme se tenait là, vêtu d'un imperméable sombre, encore humide de l'averse, une petite valise usée à la main. Son visage, marqué par les années, affichait une sorte de dureté neutre, presque fatiguée. Ses yeux, cependant, étaient vifs et attentifs. « Bonjour, monsieur Beaulieu » demanda l'homme, la voix calme mais ferme. « Je m'appelle Julien Morel. Je crois que nous devons parler. » Pierre l'observa un instant, incapable de mesurer immédiatement l'intention de cet homme. L'inconnu ne semblait ni agressif, ni particulièrement effrayé, simplement résolu. « Que voulez-vous » demanda enfin Pierre, maîtrisant sa voix. « Comment connaissez-vous mon nom » Julien inclina légèrement la tête, comme si cette question l'apaisait. « J'ai travaillé pendant de nombreuses années comme assistant administratif dans l'orphelinat où Élise a vécu. Je sais que vous cherchez des informations et je pense pouvoir vous aider. » Pierre sentit une tension nouvelle monter en lui. Après toutes les impasses rencontrées, l'idée qu'un ancien employé de l'orphelinat puisse posséder des informations sembla à la fois une chance et un danger potentiel. Il invita l'homme à entrer, bien que sans enthousiasme apparent. Ils montèrent tous les deux jusqu'au bureau. Julien déposa sa valise sur le bureau de Pierre, la laissant entr'ouverte. Dedans, des dossiers, quelques enveloppes, plusieurs photos. Je sais que la plupart des archives de l'orphelinat ont été détruites dans l'incendie, mais pas tout. La voix de Julien était douce, presque étouffée, comme s'il parlait de quelque chose qui l'avait hanté longtemps. Certains documents avaient été retirés quelques semaines avant l'incendie pour une inspection administrative. Ils n'ont jamais été replacés dans les archives. Je les ai gardés. Pierre se redressa brusquement, un mélange de scepticisme et de curiosité animant ses traits. Pourquoi me les donner maintenant ? Pourquoi après toutes ces années ? Julien fixa un point au-delà de l'épaule de Pierre, comme s'il regardait un souvenir invisible. Parce que les choses que j'ai vues m'ont suivi. Et j'ai lu dans la presse que vous étiez toujours à la recherche de la vérité sur la disparition de votre fille. J'ai pensé que peut-être vous aviez encore une chance de comprendre ce qui s'est passé. Il ouvrit un dossier et posa devant Pierre plusieurs feuilles jaunies. Certaines mentionnaient des arrivées d'enfants avec peu d'informations, des dates, des remarques administratives. Une mention attira immédiatement l'attention de Pierre. Une arrivée non identifiée, sans nom, datée du même mois que la disparition de Camille. Une description physique approximative, mais la concordance des dates était frappante. Comment se fait-il que ces documents n'aient jamais été consultés par les autorités ? Demanda Pierre, la voix ferme. Julien soupira. À l'époque, l'orphelinat fonctionnait avec des moyens extrêmement limités. Les inspections étaient rares et certains employés avaient pour habitude de classer les documents qu'ils jugeaient non essentiels ailleurs. Je ne devrais même pas vous montrer ça. Mais quelque chose dans cette affaire m'a toujours travaillé. Pierre sentit une tension monter en lui, une lutte entre l'espoir et la prudence. Chaque nouvel indice semblait confirmer qu'Élise n'était pas simplement une inconnue au passé effacé. Quelque chose d'important la reliait à cette période précise. Il ouvrit une autre enveloppe que Julien avait posée sur le coin du bureau. À l'intérieur, plusieurs photographies en noir et blanc d'enfants de l'orphelinat. Ils étaient alignés dans une cour, tous regardant l'objectif avec des expressions diverses, certaines sereines, d'autres anxieuses. Julien pointa du doigt une photo où l'on voyait une petite fille, le visage légèrement tourné vers la gauche, les cheveux attachés en couette.
Elle semblait à peine plus âgée que 5 ans. Cette petite. Elle est arrivée peu de temps avant l'incendie. Elle n'avait aucune information d'identité à son arrivée. Les autres enfants la regardaient souvent, comme si elle leur rappelait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas définir. Pierre examina attentivement la photographie. Quelque chose dans la forme du visage, dans le regard neutre mais intense de la fillette, lui évoquait un souvenir lointain. Il se pencha légèrement, comparant mentalement cette image aux autres photos de Camille enfant qu'il avait soigneusement conservées toutes ces années. « Je ne peux pas affirmer quoi que ce soit à partir d'une seule photo, » murmura-t-il, « mais je reconnais certaines caractéristiques. » Julien hocha lentement la tête. « Je sais que cela ne suffit pas, mais j'ai d'autres documents. » Il sortit un autre dossier plus épais qu'il posa devant Pierre. Ce sont des notes internes, des observations, parfois insignifiantes, parfois troublantes. Elles concernent des enfants laissés sans explication par des adultes qui n'ont jamais donné leur nom. Il y a des incohérences, des entrées mal datées. Mais ensemble, elles dessinent un portrait fragmenté de situations qui auraient dû attirer l'attention, mais qui ne l'ont jamais fait. Pierre prit le dossier et commença à le feuilleter, ligne par ligne, date par date. Les notes étaient calmes, administratives, mais certaines phrases, isolées, commençaient à former un récit inquiétant. Des enfants arrivant sans explication, des adultes qui repartent sans laisser de coordonnées, des noms oubliés ou mal orthographiés, des détails physiques mentionnés puis effacés dans d'autres entrées. Tout cela formait un puzzle embrouillé, mais avec des motifs récurrents. Une petite fille, un arrêt de train, des vêtements particuliers. Il leva les yeux vers Julien, la tension visible sur ses traits. « Vous êtes sûr de ce que vous avez ici ?» Julien acquiesça lentement. « Je ne sais pas si cela vous donnera la certitude absolue, mais cela mérite d'être vérifié, et je suis prêt à vous aider à faire toute la lumière là-dessus. » Pierre ferma le dossier avec détermination. Après tant d'impasses, de doutes, de trajectoires infructueuses, il tenait enfin des documents concrets. Ils n'étaient peut-être pas suffisants à eux seuls, mais c'était quelque chose de plus solide que des souvenirs flous ou des impressions subjectives. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda au loin le parc du manoir, le vieux chêne visible malgré la distance. Puis il se retourna vers Julien. « Nous allons examiner chaque nom, chaque entrée, chaque détail. S'il existe une piste, ne serait-ce qu'une seule qui relie Élise à ma fille, nous la trouverons. » Julien hocha la tête, son regard ferme. Il y avait dans ses yeux la même détermination que dans ceux de Pierre. Une alliance tacite venait de naître, fondée non sur la certitude, mais sur la nécessité impérieuse de comprendre. Et à partir de cet instant, rien ne serait plus comme avant. La vérité fragmentée et dissimulée pendant tant d'années commençait à émerger à travers des documents que personne n'avait pris au sérieux jusqu'à présent. Et cette vérité allait, lentement, mais inexorablement, bouleverser toutes les certitudes qui entouraient la disparition de Camille Beaulieu. Au lendemain de la visite de Julien, Pierre ne ferma pas l'œil. Il passa la nuit dans son bureau, les papiers étalés devant lui, les photographies alignées méthodiquement sur la table. Chaque ligne des rapports, chaque annotation griffonnée dans les marges, chaque date inscrite sur les formulaires d'admission des enfants était passée au crible. La ressemblance entre Élise et Camille semblait se renforcer à chaque nouvelle découverte, mais Pierre refusait encore de s'abandonner complètement à cette conclusion. Il avait besoin de valider les faits, de croiser les informations, de remonter lui-même les chemins de cette histoire. Ce qui était en jeu n'était pas une intuition, c'était la mémoire, l'identité, et la possibilité réelle que sa fille perdue depuis tant d'années ait survécu. Dès le petit matin, Pierre chargea ses documents dans un porte-documents usé qu'il n'avait plus utilisé depuis ses années d'entrepreneur. Il descendit dans le hall sans prévenir personne, laissant à Élise un simple mot sur la table de la cuisine. « Je dois sortir. Je reviendrai ce soir. » Il prit sa voiture et quitta le domaine. Son premier arrêt fut la maison d'été de la famille, située à une 50aine de kilomètres, sur les hauteurs d'un petit village. Fermée depuis la disparition de Camille, la demeure était restée figée dans le temps. Le jardin était en friche, les volets clos, mais l'intérieur avait conservé ses marques, ses odeurs, son mobilier. Là, Camille avait passé plusieurs étés, courant pieds nus entre les arbres, dormant dans la chambre à l'étage où le vent jouait avec les rideaux. Pierre fouilla les armoires, les tiroirs, cherchant des indices, une trace, quelque chose qui pourrait faire le lien avec ce que disait Élise. Dans une boîte à chaussures,
Il retrouva plusieurs dessins, des carnets, une photo qu'il ne se rappelait pas avoir vue. Camille y figurait, debout dans le jardin, tenant une peluche. Mais ce qui le troubla, ce fut l'arrière-plan. On y distinguait un banc de pierre, partiellement caché par un buisson. Ce banc, Élise l'avait mentionné quelques jours plus tôt, décrivant son emplacement exact, alors qu'elle n'était jamais venue dans cette maison. C'était plus qu'un hasard. C'était un souvenir précis. Pierre reprit la route et se dirigea ensuite vers l'ancienne école primaire de Camille. L'établissement avait changé de direction, mais une secrétaire âgée travaillait encore sur place, visiblement familière des anciens dossiers. Il expliqua brièvement sa démarche, évitant d'entrer dans les détails, mais insistant sur l'importance d'accéder à certains documents scolaires de l'année de la disparition. Après quelques hésitations, elle accepta de fouiller les archives. 1 heure plus tard, elle revint avec un dossier mince mais utile, relevé de notes, quelques dessins réalisés en classe et, surtout, une feuille volante que Camille avait remise à son institutrice 1 semaine avant sa disparition. Le papier, jauni mais intact, portait un dessin d'enfant. Un arbre avec une forme étrange, comme tordu par le vent, et à son pied, une petite silhouette avec une robe rouge. En bas de la feuille, une phrase maladroite. « C'est ici que je vais quand je veux me cacher ». Ce détail frappa immédiatement Pierre. Élise, quelques jours plus tôt, avait mentionné un rêve récurrent où elle se voyait cachée derrière un arbre tortueux, près d'un petit mur. La concordance était glaçante. Décidé à poursuivre, Pierre se rendit à la gendarmerie où le dossier de disparition avait été traité à l'époque. Le bâtiment avait été rénové, mais l'officier de garde, après consultation de ses supérieurs, accepta de lui ouvrir l'accès aux archives du cas Beaulieu. Il fallut plusieurs heures pour retrouver les cartons contenant les rapports initiaux, les témoignages, les photos de la scène. Pierre les examina avec une attention méthodique. Il retrouvait chaque élément comme s'il les revivait. Les déclarations des voisins, les plans du jardin, la chronologie de la journée. Rien, à première vue, ne ressortait de l'ordinaire, jusqu'à ce qu'il tombe sur une fiche annexée au dossier principal. Elle contenait une note écrite à la main, non signée, mentionnant un témoin ayant aperçu, quelques jours avant la disparition, une voiture blanche stationnée près de la clôture nord de la propriété, moteur encore chaud, mais sans conducteur visible. Aucune autre investigation ne semblait avoir été menée sur cette piste. Il copia la note, puis demanda à consulter les objets récupérés à l'époque, conservés dans une salle sécurisée. Peu de choses avaient été retenues. Une sandale, un bracelet, un petit dessin trouvé dans la poche de la robe de Camille. Ce dessin, lorsqu'il le tint dans ses mains, le frappa immédiatement. Il représentait 2 cercles entrelacés, comme un symbole enfantin de lien. Pierre se rappela alors qu'Élise avait griffonné 2 semaines auparavant un motif presque identique sur une feuille posée sur la table du salon, sans prêter attention à son geste. Elle avait même dit à voix haute, sans s'en rendre compte, « Je crois que je dessinais ça tout le temps, petite ». Sur le chemin du retour, Pierre s'arrêta à un relais routier pour se restaurer, mais son esprit restait plongé dans l'analyse. Chaque lieu visité, chaque objet retrouvé ajoutait une pièce au puzzle. Aucun ne fournissait encore la preuve ultime, mais tous formaient une trame cohérente, une série de correspondances troublantes entre Camille et Élise. Ce n'était pas une fiction construite sur l'émotion ou la nostalgie. C'étaient des éléments réels, vérifiables, observables. De retour au manoir en fin de journée, il trouva Élise assise dans le salon, un livre fermé sur ses genoux. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, mais ne dit rien. Il s'approcha lentement, posa le dessin trouvé à l'école devant elle. Elle pâlit légèrement, le regard figé. « Je le connais », murmura-t-elle. « Je l'ai vu. Ou peut-être je l'ai fait. » Pierre s'assit en face d'elle. Il voulait parler, mais il savait qu'aucun mot ne serait à la hauteur de ce qu'il venait de rassembler. Ce qu'ils tenaient entre leurs mains, désormais, ce n'était pas une simple ressemblance ou un souvenir diffus. C'était une succession de faits, d'indices croisés, de lieux qui racontaient une histoire oubliée. Il ne leur manquait plus qu'un déclencheur. Quelque chose, quelque part, qui permettrait de faire tomber le dernier voile entre le passé et le présent. Car ce qui se dessinait devant eux, lentement mais irréversiblement, c'était la cartographie d'un retour. Pas un miracle, pas une illusion, mais le fruit d'une enquête minutieuse, d'une volonté de ne pas laisser les années effacer ce qui avait été arraché. Pierre savait que ce chemin allait encore être difficile, mais pour la première fois depuis 10 ans, il n'était plus seul face à l'absence. La dynamique des jours précédents avait profondément transformé le quotidien au manoir Beaulieu.
Pierre, habituellement silencieux, se montrait désormais méthodique, concentré, souvent absent, plongé dans l'analyse de chaque document qu'il avait rassemblé. Élise, de son côté, oscillait entre attente et angoisse. Chaque geste, chaque regard posé sur elle par Pierre semblait chargé de sens, comme s'il observait non seulement ses actions, mais aussi ses souvenirs. Ce poids, bien que silencieux, devenait difficile à porter. Les éléments mis au jour formaient un faisceau de coïncidences difficiles à ignorer. Pourtant, la réalité juridique, administrative et factuelle demeurait floue. Sans une preuve décisive, tout cela pouvait encore s'effondrer. C'est dans ce climat de tension contenue que Julien disparut. Le lendemain du retour de Pierre de ses investigations, il avait prévu de revoir Julien afin d'examiner en détail une autre série de documents que ce dernier affirmait avoir laissés dans une boîte métallique à son hôtel. Mais lorsqu'il tenta de le joindre par téléphone, l'appel tomba directement sur la messagerie. Après plusieurs tentatives restées sans réponse, Pierre contacta la réception de l'auberge où Julien résidait depuis 3 jours. La réceptionniste confirma que l'homme avait quitté sa chambre tôt dans la matinée, sans prévenir, sans payer la nuit à venir, emportant toutes ses affaires. Lorsqu'elle entra dans la chambre plus tard dans la journée, elle découvrit qu'il avait vidé entièrement le petit coffre où il conservait ses dossiers. La boîte métallique promise, elle, avait disparu. Pierre sentit son estomac se nouer. Il se rendit immédiatement sur place. La chambre était vide, impersonnelle. Aucun indice, aucune trace de ce qui avait pu motiver un départ si soudain. La réceptionniste n'avait rien remarqué d'anormal. Aucun conflit, aucune visite inhabituelle. Seule une note froissée, retrouvée sous la table de chevet, portait une écriture partiellement lisible. Ne jamais les laisser mettre la main sur les originaux. Elle ne portait pas de signature. Ce message sibyllin, bien que court, suffisait à faire naître en Pierre une inquiétude profonde. Il connaissait désormais l'importance des documents que Julien détenait. Il savait aussi que certaines vérités enfouies, lorsqu'elles menaçaient de refaire surface, pouvaient déclencher des réactions imprévisibles. De retour au manoir, Pierre contacta son détective privé. Ce dernier, après vérification, découvrit que Julien faisait l'objet d'un mandat de recherche dans 2 départements pour falsification de documents administratifs. L'information, tenue jusque-là discrète, avait été diffusée à la suite d'une enquête sur des irrégularités concernant plusieurs adoptions d'enfants dans les années précédentes. Rien ne prouvait que Julien avait agi de manière frauduleuse dans le cas d'Élise, mais le fait qu'il ait été impliqué dans des dossiers similaires jetait une ombre sur la validité de ce qu'il avait apporté. Pierre sentit une colère froide monter en lui. Si Julien avait menti ou manipulé les faits, cela réduisait à néant tous les efforts accomplis jusqu'ici. Pire, cela remettait en question l'ensemble du processus de reconstruction que lui et Élise avaient entamé. Cette dernière, en apprenant la nouvelle, fut profondément déstabilisée. Elle se renferma, évita la salle de musique, resta dans sa chambre des heures entières. Pierre tenta de la rassurer, mais sans certitude à lui offrir, ses mots restaient suspendus, inefficaces. Elle commença alors à souffrir de crises d'angoisse, souvent en soirée. Par moments, elle descendait dans le salon, s'installait devant le piano, posait les mains sur les touches, mais n'osait plus jouer. Une tension invisible semblait la retenir. Lorsqu'elle essayait de retrouver la mélodie qu'elle avait si souvent fredonnée, ses doigts devenaient rigides, son souffle s'accélérait et elle se levait brusquement, comme prise de vertige. Une nuit, Pierre la trouva assise au pied de l'escalier, le regard vide. Elle murmura « Je n'arrive plus à respirer quand je pense à cette musique. Elle est en moi, mais elle me fait mal. Je sens que quelque chose pousse pour sortir, mais dès que j'approche, tout se bloque. » Il s'agenouilla près d'elle, posa une main sur son épaule, mais elle se détourna, murée dans une douleur qu'il ne pouvait atteindre. Pierre comprit alors qu'Élise traversait un processus de conflit intérieur, comme si les souvenirs qu'elle portait inconsciemment tentaient de remonter, mais étaient contenus par une peur viscérale. Il consulta un spécialiste en psychologie de la mémoire, sans mentionner de nom. Le médecin expliqua que, chez certaines personnes, un traumatisme précoce pouvait provoquer une forme de refoulement intense. Les souvenirs n'étaient pas détruits, mais verrouillés. Parfois, un élément déclencheur, une musique, un lieu, un objet, pouvait fissurer cette barrière, provoquant des symptômes émotionnels et physiques intenses. Cette explication, bien que théorique, renforça chez Pierre une conviction.
Ce que vivait Élise n'était ni simulé ni exagéré. C'était une réponse réelle à une mémoire en lutte. La disparition de Julien, bien qu'inquiétante, ne suffisait pas à annuler la véracité de ce que lui et Élise avaient traversé ensemble depuis des semaines. Même si ces papiers étaient remis en cause, les détails alignés, les objets retrouvés, les réactions d'Élise dans chaque pièce du manoir formaient un tout cohérent que nul imposteur n'aurait pu fabriquer. Un soir, déterminé à reprendre le fil de leurs recherches malgré tout, Pierre entra dans la salle de musique. Il resta silencieux un moment, puis se mit à jouer, lentement, la première partie de la mélodie qu'il avait composée avec Camille. Les notes résonnèrent dans le silence avec une intensité crue. Élise, entendant le son depuis l'étage, descendit sans réfléchir. Elle entra dans la pièce, tremblante, et s'approcha du piano. Pierre s'écarta. Elle s'assit, les mains posées devant elle. Puis, avec lenteur, elle rejoua les accords suivants, ceux qu'elle avait toujours sus par instinct, mais qu'elle n'avait pas osé retoucher depuis plusieurs jours. La mélodie se déroula comme un fil tiré dans l'obscurité. Elle ne joua pas longtemps. Après quelques minutes, ses mains quittèrent les touches, mais quelque chose avait changé. Son regard était différent, plus lucide, moins effrayé. Ce soir-là, Pierre sut qu'il ne pouvait plus reculer. Malgré les menaces, malgré les disparitions, malgré les doutes, la vérité ne pouvait plus être niée ni étouffée. Et s'il fallait affronter encore des épreuves pour l'atteindre, alors il irait jusqu'au bout. Depuis la disparition de Julien, l'atmosphère au manoir Beaulieu avait changé de nature. Le silence habituel s'était épaissi, comme lesté par les dernières révélations inachevées. Pierre s'efforçait de rester pragmatique, mais la perte des documents que Julien devait encore transmettre laissait un vide frustrant dans l'enquête qu'il menait avec acharnement. Les jours s'égrenaient, et malgré l'évidence croissante du lien entre Élise et Camille, il demeurait une faille, l'absence de confirmation formelle. Chaque objet, chaque souvenir, chaque comportement d'Élise pointait dans la même direction. Mais sans une pièce centrale, l'histoire restait un assemblage de probabilités. Le tournant survint de manière inattendue, au cours d'un projet de restauration que Pierre n'avait même pas personnellement approuvé. Un technicien, venu avec son équipe pour réaccorder le piano ancien de la salle de musique, celui que Camille utilisait et qu'Élise s'était remise à toucher, constata que certains marteaux internes étaient faussés, probablement à cause de l'humidité accumulée pendant des années d'inutilisation. Il proposa d'ouvrir l'instrument pour une inspection plus approfondie. Pierre accepta, à contre-cœur. Il ne supportait pas l'idée de voir cet objet, si chargé d'émotions, être démonté. Mais il savait aussi que cet entretien était nécessaire. Le démontage débuta un jeudi matin. Les ouvriers déplacèrent avec précaution le couvercle et le système de cordes. Après quelques minutes, l'un d'eux appela Pierre avec une voix étonnée. « Monsieur Beaulieu, il y a quelque chose coincé à l'intérieur du châssis. Derrière la mécanique, contre la paroi en bois, on dirait une enveloppe. » Pierre s'approcha aussitôt. Effectivement, une petite lettre, jaunie par le temps, était glissée dans l'interstice entre deux planches internes. Elle avait manifestement été introduite là volontairement, probablement par une main enfantine, et n'avait pas bougé depuis des années. Il la saisit avec précaution. L'enveloppe était fermée par un simple pli, sans colle, et portait une inscription au crayon à papier. « Pour papa ». Le cœur de Pierre se serra immédiatement. Il ouvrit lentement le papier. À l'intérieur, une feuille simple, pliée plusieurs fois, contenait une écriture maladroite, typique d'un enfant qui apprend à écrire. Les mots étaient bancals, certains mal orthographiés, d'autres raturés, mais le message était clair. « Papa, je t'aime beaucoup. Quand je joue la musique, je pense à toi. J'ai vu l'homme aux cheveux gris. Il est venu dans le jardin. Maman dit de ne pas parler. Il est revenu, avec la dame qui a un drôle d'accent. J'ai peur. Je vais me cacher. Je t'aime, ne m'oublie pas. » Pierre lut le texte plusieurs fois, incapable de prononcer un mot. Il s'assit sur le banc du piano, la feuille tremblant entre ses mains. Les références dans la lettre étaient précises. Camille y mentionnait un homme aux cheveux gris et une femme parlant avec un accent particulier. Des descriptions qu'Élise, dans ses propres souvenirs vagues ou dans ses rêves fragmentés, avait déjà évoquées de façon presque identique. Il descendit immédiatement à la bibliothèque et retrouva le carnet de notes où il avait consigné chaque détail confié par Élise depuis son arrivée. Une semaine plus tôt, elle lui avait parlé d'un rêve récurrent dans lequel elle voyait une femme l'emporter dans une voiture, une femme qui parlait d'une manière étrange.
Elle avait aussi évoqué un homme, plus âgé, à la barbe incomplète, qui l'appelait par un prénom qu'elle ne comprenait pas. Les parallèles étaient désormais trop nombreux pour être ignorés. Pierre appela Élise. Lorsqu'elle entra dans la pièce, il ne dit rien. Il lui tendit simplement la lettre. Elle la prit, l'ouvrit, lut lentement, puis leva les yeux vers lui, les larmes au bord des paupières. Je reconnais cette écriture, pas parce que je l'ai déjà vue, mais parce que je la sens, comme si j'avais été celle qui a tenu ce crayon. Sa voix était étranglée. Elle s'assit sur l'accoudoir du fauteuil, encore bouleversée. « Je sais que c'est moi qui ai écrit ça. Je ne peux pas le prouver, je ne sais pas comment, mais je le sais. » Pierre ne répondit pas. Il se contenta de s'asseoir en face d'elle. Un long silence s'installa, mais cette fois, ce n'était pas un vide pesant. C'était un silence de reconnaissance, une acceptation mutuelle que quelque chose de fondamental venait d'être confirmé. Plus tard dans la journée, ils étalèrent ensemble sur la table du bureau tous les objets retrouvés depuis l'arrivée d'Élise. Le journal intime, les dessins, les photos, les extraits scolaires, et maintenant cette lettre. Ils les classèrent, les relus, les comparèrent. Les incohérences s'effaçaient. La chronologie devenait plus nette. La présence de Camille dans les souvenirs d'Élise, d'abord nébuleuse, prenait forme avec clarté. Même les symptômes récents d'anxiété de la jeune femme prenaient un sens. Chaque fois qu'un souvenir concret menaçait de revenir, son corps réagissait par un refus réflexe, une panique incontrôlée. C'était une réponse directe à un traumatisme ancien. La lettre, en mentionnant la peur les adultes menaçants, expliquait l'origine de cette rupture initiale. Ils prirent la décision ensemble de consulter un avocat et un médecin spécialiste de l'identification et de la mémoire traumatique. Pierre savait que la justice et l'administration ne se contenteraient pas d'objets ou de récits. Il fallait franchir l'étape des tests génétiques. Il fallait confronter les souvenirs au concret, les sentiments à la science. Mais ce jour-là, au-delà de toute preuve juridique, Pierre sentit en lui une certitude qu'aucun document ne pouvait ébranler. Cette lettre, cachée volontairement par une main d'enfant, retrouvée par hasard une décennie plus tard, liait deux points dans le temps. Elle tissait un pont entre une petite fille disparue et une jeune femme perdue dans ses propres souvenirs. Et pour la première fois depuis 10 ans, Pierre Beaulieu ne doutait plus. Les jours suivants furent marqués par une accalmie étrange, comme si le manoir Beaulieu lui-même retenait son souffle, suspendu dans l'attente d'un événement qui ne se faisait plus attendre. Depuis la découverte de la lettre dans le piano, les discussions entre Pierre et Élise s'étaient faites plus intimes, plus profondes, mais toujours retenues. Il y avait, entre eux, une volonté commune de ne pas céder à l'émotion avant que tout ne soit pleinement établi. Le poids des preuves accumulées parlait de lui-même, et la lettre avait agi comme un catalyseur, renforçant un lien que les années avaient tenté d'effacer. C'est à ce moment précis qu'un événement extérieur vint bouleverser la chronologie qu'il croyait pouvoir contrôler. La municipalité de la ville voisine organisait un concert caritatif dans une salle de musique locale, au bénéfice d'une association pour enfants sans famille. Une pianiste professionnelle s'étant désistée à la dernière minute, l'organisatrice, une amie lointaine de l'un des anciens employés de Pierre, proposa à Élise, après avoir entendu parler de ses talents, de jouer un morceau lors de la soirée. Ce fut Pierre qui en parla le premier. Il avait été approché discrètement et, bien que surpris par l'idée, il y vit une opportunité. Élise, d'abord réticente, accepta à contre-cœur. Elle n'était jamais montée sur scène. Jouer en public, devant des inconnus, la terrifiait. Mais quelque chose dans la démarche la poussa à dire oui. Pierre l'encouragea avec une prudence mesurée. Il voyait dans cette occasion une possible ouverture. La musique avait toujours été, dans le passé, le canal par lequel Camille exprimait ce qu'elle n'arrivait pas à formuler avec des mots. Peut-être que cette scène, cette exposition, provoquerait un élan, une révélation. Le soir du concert arriva. La salle était modeste, mais pleine. Les lumières tamisées, les fauteuils en velours bordeaux, le silence poli du public créait une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse. Élise était en coulisses, vêtue d'une robe simple, les cheveux relevés. Pierre l'accompagnait, discret mais présent, le regard posé sur elle avec une intensité contenue. Quand vint son tour, le nom d'Élise fut annoncé avec une certaine hésitation par le présentateur, qui ne savait presque rien d'elle. Elle entra sur scène, les pas lents, mesurés, le regard fixé droit devant elle. Elle s'assit devant le piano à queue, ajusta le tabouret,
ferma les yeux un instant. Le silence dans la salle était complet. Elle inspira profondément, puis posa ses doigts sur les touches. La mélodie débuta douce, familière. C'était la composition de Pierre et Camille, celle qu'elle avait retrouvée seule, celle qu'elle avait rejouée sans le savoir, celle qui reliait le passé au présent. Les premières mesures s'écoulèrent avec fluidité, mais à mesure que les accords s'enchaînaient, une tension devint visible sur son visage. Ses mains ralentirent, puis hésitèrent. Le rythme se brisa. Elle s'arrêta. Le silence fut total. Puis, sans prévenir, elle posa ses mains sur ses tempes, le visage crispé. Une respiration haletante échappa de ses lèvres. Pierre, debout en fond de salle, fit un pas en avant, prêt à intervenir. Mais il s'arrêta net. Quelque chose était en train de se produire. Élise, toujours assise, rouvrit les yeux, mais son regard avait changé. Il était plus fixe, plus profond. Elle semblait absente de la scène, comme projetée ailleurs. Elle murmura quelques mots, d'abord inaudibles, puis plus clairs. Il faisait froid. Je courais. Il criait mon nom, Camille. Il criait Camille. Un murmure parcourut la salle. Elle se leva lentement, chancelante. La forêt, la voix, la poupée. Je l'ai laissé tomber. Elle porta la main à sa poitrine. Je me suis retourné. Il était là. Il me disait de ne pas bouger, puis plus rien. Pierre s'avança rapidement vers la scène, monta les marches sans attendre. Il la rejoignit, la soutint par les épaules. Elle le regarda, perdue, mais présente. « Papa » souffla-t-elle. Le mot, à peine audible, résonna pourtant dans tout l'espace. Pierre sentit un vertige, une chaleur brutale envahir sa poitrine. Ce n'était pas une supposition, pas un lapsus. C'était une reconnaissance spontanée, surgie de l'intérieur, sans filtre. Il la prit doucement par la main, la guida hors de scène. La salle était figée, certains spectateurs debout, d'autres en larmes. Mais Pierre n'entendait plus rien. Il ne voyait qu'elle. Élise, non, Camille, venait de franchir la barrière invisible qui séparait les souvenirs des faits. Elle n'était plus dans le doute. Elle était en train de revivre ce qu'elle avait oublié. De retour au manoir, elle ne parla pas tout de suite. Elle resta plusieurs heures silencieuse, blottie dans le fauteuil près de la cheminée, les yeux fixés sur les flammes. Pierre restait à proximité, respectant ce moment. Ce n'est que tard dans la nuit qu'elle parla à nouveau. Elle raconta, par bribes, ce qu'elle venait de revivre sur scène. Le bruit des feuilles sous ses pas, la peur, la confusion, le cri de son père au loin. Puis le choc, un bruit sec, une main qui la tirait en arrière, la voiture, la femme à l'accent étranger. Pierre écoutait sans l'interrompre, les yeux humides. Tout ce qu'il avait soupçonné, tout ce qu'il avait redouté, se confirmait. Camille avait été enlevée dans le jardin par un homme et une femme inconnus. Trop jeune pour comprendre, elle avait été arrachée à son monde, puis, par un processus de défense psychologique, avait effacé tout cela. Les souvenirs étaient restés enfouis jusqu'à ce que la musique, leur musique, vienne fissurer la barrière. Ce soir-là, ils ne parlèrent pas de tests ADN, ni d'enquête, ni de procédure. Ils ne discutèrent pas des prochaines étapes. Ils restèrent simplement là, dans le silence, unis par un lien que plus rien désormais ne pouvait rompre. Car au-delà des documents, des objets, des démarches administratives, il y avait cette vérité nue, irréfutable, inscrite dans la voix d'une fille qui, après 10 ans, venait de retrouver son propre nom. Au lendemain de la soirée du concert, le manoir Beaulieu était d'un calme presque irréel. Aucun des employés ne posait de questions, mais tous avaient perçu que quelque chose d'important s'était produit. Élise était restée dans sa chambre une grande partie de la journée. Pierre, lui, avait contacté son avocat dès l'aube afin d'obtenir des conseils sur les démarches légales à entamer. Il ne s'agissait plus simplement de vérifier une intuition. Désormais, il fallait poser des actes clairs. Le témoignage d'Élise, les objets retrouvés, les correspondances de souvenirs n'étaient plus suffisants. Il était temps d'officialiser ce que tous deux savaient. Mais alors que Pierre s'apprêtait à engager les premières procédures, un appel inattendu bouleversa le cours de cette reconquête du passé. Le téléphone du bureau sonna en début de soirée. Une voix féminine, douce mais hésitante, se présenta. « Bonjour, je suis Louise Marchand. Je suis une ancienne infirmière, retraitée. J'ai vu un article dans le journal local au sujet du concert caritatif et on y mentionnait une jeune femme nommée Élise. J'ai reconnu son visage. » Pierre, resté silencieux quelques secondes,
demanda avec prudence « Que savez-vous exactement, madame ?» « Je ne suis pas certaine de tout, mais je crois que j'ai connu cet enfant, il y a 10 ans, dans un dispensaire rural, pas loin de la frontière du département. Une petite fille a été déposée un matin par un couple qui disait l'avoir trouvée errante sur une route de campagne. Elle ne parlait pas, elle était couverte de griffures et portait une robe rouge déchirée. Pierre sentit un frisson le traverser. Il se redressa, les doigts crispés sur le combiné. « Ce couple, vous les connaissiez? Ils ont laissé des coordonnées ?» La voix hésita. « Non, ils n'ont pas voulu donner leur nom. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre, qu'ils avaient fait leur devoir en la déposant là. L'homme était grand, les cheveux gris, le visage marqué. La femme parlait avec un accent. J'ai pensé qu'elle était étrangère, peut-être d'Europe de l'Est. » Pierre ferma les yeux. C'était exactement ce que Camille, Élise, avait décrit dans ses souvenirs confus. Il demanda immédiatement si elle accepterait de témoigner. Elle accepta, touchée par l'émotion dans sa voix. Je suis resté troublé pendant des années. La petite ne semblait pas avoir été perdue. Elle semblait arrachée à quelque chose. Elle ne pleurait pas, elle ne réclamait personne. Elle était comme absente. Le lendemain, Pierre partit rencontrer l'infirmière. Il l'écouta raconter avec une mémoire précise les détails de cette journée. Elle confirma que l'enfant avait une petite cicatrice à la hanche, un détail qu'elle se souvenait avoir noté dans le dossier médical initial. Ce document, elle n'en avait plus l'original, tous les dossiers avaient été transférés lors de la fermeture du dispensaire, mais elle conserva chez elle une photocopie d'un rapport de l'époque qu'elle lui remit. Le prénom Élise n'était pas encore attribué à ce moment-là. La fiche mentionnait simplement « Fille, environ 5 ou 6 ans, apparence saine, aucune information, communication limitée. » En comparant la date de cette entrée avec celle de la disparition de Camille, l'intervalle ne laissait aucun doute. Moins d'1 semaine séparait les deux événements. L'enfant avait été prise, puis déposée dans une autre région, sous prétexte d'un sauvetage spontané. Pierre sut à cet instant précis que la dernière pièce administrative du puzzle venait d'être trouvée. De retour au manoir, il annonça à Élise la rencontre. Elle resta muette un long moment, puis demanda « Cette femme, elle a dit quelque chose sur ce que je portais ?» Pierre hocha la tête. « Une robe rouge. » Elle se leva sans un mot, se rendit dans la chambre de Camille, désormais souvent occupée par elle-même. Dans un tiroir, elle sortit une peluche, retrouvée dans les affaires du grenier. « Je crois que j'avais cette robe quand j'ai perdu cette poupée. » Le lien était désormais indéniable. Un souvenir, une trace médicale, une description physique, une date, une localisation. L'histoire se tenait d'un point à l'autre. Pierre enclencha alors la démarche de test génétique. Il voulait finaliser la reconnaissance de filiation de façon irréfutable. Élise accepta sans hésitation. Elle semblait désormais prête à affronter toute la vérité. Les prélèvements furent faits discrètement. Les résultats devaient arriver sous une dizaine de jours. En attendant, Pierre fit préparer une pièce pour rassembler tous les documents, objets, dessins, lettres et photos, dans un même espace, comme une exposition privée retraçant la mémoire de Camille et la redécouverte de son identité. Pendant ce temps, Élise recommença à jouer du piano, mais cette fois sans peur. Elle n'interrompait plus ses morceaux. Sa musique était plus structurée, plus affirmée. Pierre l'écoutait chaque soir depuis le couloir. Il n'osait pas toujours entrer, mais il percevait dans chaque note une voix qui revenait, une affirmation d'elle-même, puissante et limpide. Ce qui les unissait désormais n'était plus une supposition. C'était une ligne droite, documentée, confirmée par des éléments que personne ne pouvait contester. Le récit de l'infirmière avait comblé un vide décisif, celui du passage de Camille à Élise. Le reste n'était plus qu'une formalité, une étape administrative, une validation scientifique. Mais sur le plan humain, père et fille s'étaient déjà retrouvés. Rien désormais ne pouvait les séparer de nouveau. Le manoir Beaulieu, autrefois figé dans le silence et la solitude, vivait depuis plusieurs semaines une transformation lente mais irréversible. Pierre, dont le quotidien avait été hanté pendant 10 ans par l'absence de Camille, avançait désormais dans les couloirs de la maison avec une nouvelle énergie. Les pièces autrefois fermées avaient été rouvertes, les volets relevés, et un rythme discret, presque imperceptible, s'était installé. Élise, de son côté, occupait la chambre qui fut autrefois la sienne sans le savoir. Ses gestes y étaient fluides, naturels, comme si les années écoulées ne l'avaient jamais vraiment séparée de ces lieux. La maison
semblait la reconnaître autant qu'elle la retrouvait. Après le témoignage de l'ancienne infirmière et la reconstitution de son arrivée au dispensaire 10 ans auparavant, les démarches officielles furent lancées sans attendre. Pierre fit appel à un laboratoire certifié pour la réalisation des tests ADN. Les échantillons furent envoyés le jour même de leur prélèvement, accompagnés de toutes les pièces justificatives et d'une lettre explicative sur la situation. Le délai annoncé était de 12 jours ouvrables. Durant cette période, ni Pierre ni Élise ne parlèrent beaucoup du résultat à venir. Il y avait entre eux une entente silencieuse. La confirmation serait pour l'administration. Eux, ils savaient déjà. Le jour où le courrier arriva, Pierre le reçut en main propre. L'enveloppe blanche, banale, portait le logo du laboratoire. Il l'ouvrit seul, dans son bureau. Il ne lut pas tout de suite. Il observa d'abord la feuille, cherchant d'un coup d'œil les termes essentiels. La phrase centrale, rédigée sans émotion, mais pleine de poids, indiquait clairement « Le profil génétique de M. Pierre Beaulieu correspond au profil génétique d'Élise M, avec un taux de compatibilité de 99,9%. » Il resta figé quelques secondes, le document à la main, pas de triomphe, pas de cri. Juste un silence dense, suivi d'une lente expiration. Il se leva, traversa le couloir et trouva Élise dans le jardin, assise sur le vieux banc de pierre près du chêne. Elle tourna la tête en l'entendant approcher, mais ne parla pas. Il tendit simplement la feuille. Elle lut, en silence. Puis elle le regarda, les yeux pleins d'une émotion sans débordement. Elle posa la feuille sur ses genoux, se leva lentement et s'approcha. Pierre ouvrit les bras. Pour la première fois depuis 10 ans, il retrouva la chaleur du corps de sa fille. Leurs bras s'enlacèrent dans une étreinte longue, lente, sans mots, sans solennité artificielle. Une reconnaissance instinctive, celle d'un lien jamais réellement rompu, mais oublié, effacé, puis ravivé. Plus tard dans la journée, ils officialisèrent ensemble les démarches auprès de la préfecture. Une procédure administrative fut ouverte pour corriger les registres d'état civil. Élise, dont le nom n'avait jamais été rattaché à une famille, put être reconnue légalement comme Camille Beaulieu. L'acte fut signé dans un bureau impersonnel, en présence d'un officier d'état civil ému, qui semblait conscient de la portée de ce qu'il enregistrait. Les documents furent rédigés, les copies validées. Camille retrouvait son identité, non seulement dans la mémoire de son père, mais dans les registres du pays. Mais cette officialisation ne signifiait pas l'effacement de ce qu'elle avait vécu en tant qu'Élise. Pierre, lucide, ne chercha pas à gommer les années passées. Il les intégra, les respecta, conscient qu'elles avaient forgé la jeune femme qu'il avait retrouvée. Ensemble, ils décidèrent que le prénom Élise resterait dans certains contextes, notamment artistiques, comme nom d'usage. Un compromis entre l'enfant disparu et la femme qu'elle était devenue. Peu après, ils reprirent l'exploration des souvenirs. Camille se montrait plus à l'aise avec ce passé qu'elle avait longtemps tenu à distance. Elle reparlait des images floues qui revenaient parfois la nuit, des odeurs qu'elle reconnaissait dans certaines pièces, des sensations retrouvées au toucher de certains objets. Pierre, attentif, documentait tout avec précision. Il réorganisa une partie de son bureau pour y consacrer une table entière aux souvenirs de Camille. Les dessins, la lettre retrouvée dans le piano, les photos, les témoignages, tout y était classé. Ils rencontrèrent aussi un thérapeute spécialisé dans les traumatismes infantiles. La thérapie, amorcée avec prudence, permit à Camille de poser des mots sur les bribes de mémoire qui revenaient. Elle évoqua la sensation d'être enfermée, la confusion du transfert entre lieux inconnus, le regard fuyant des adultes autour d'elle, l'absence de repères, mais aussi les moments de solitude, de peur muette, et la façon dont la musique avait toujours été, pour elle, une forme de langage sûr. Le thérapeute confirma que son blocage initial, suivi d'un effondrement émotionnel progressif au contact d'éléments déclencheurs, était typique des amnésies psychologiques provoquées par des traumatismes profonds. À mesure que les séances avançaient, Camille reprenait confiance. Elle parlait plus, posait des questions sur sa mère, sur sa petite enfance, sur les moments heureux avant la rupture. Pierre lui montra des vidéos, des lettres, des albums photos. Ils partagèrent des souvenirs, certains communs, d'autres reconstruits par l'écoute mutuelle. Le processus n'était pas simple. Parfois, une image la bouleversait. D'autres fois, un mot lui semblait étranger.
Mais l'ensemble formait un tissu solide, un ancrage nouveau. Camille ne voulait pas redevenir simplement la fille retrouvée. Elle voulait être active dans cette redéfinition d'elle-même. Elle proposa à Pierre de créer un journal commun, une sorte de chronologie à deux voix. Lui raconterait les années de l'attente, elle raconterait les années de l'absence. Ils commencèrent à écrire ensemble, chaque soir dans le salon ou sur la terrasse. Ce projet devint rapidement un rituel, une manière de rassembler les fragments. La reconnaissance officielle ne fut pas une fin. Ce fut un début, une fondation sur laquelle ils allaient pouvoir reconstruire. Il restait encore des zones d'ombre, des questions sans réponse, notamment sur les responsables de l'enlèvement, mais ce n'était plus l'urgence. L'urgence avait été de retrouver Camille, de lui restituer son nom, son histoire, son père, et cela avait été accompli. Ce que Pierre ressentait désormais, ce n'était plus le vide, c'était la responsabilité, celle d'être présent pleinement pour chaque pas que sa fille ferait désormais. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis la reconnaissance officielle de Camille en tant que fille de Pierre Beaulieu. L'hiver avait cédé place à un printemps modéré et les jours retrouvaient leur lumière, leur rythme plus doux. Au manoir, les fenêtres restaient désormais ouvertes, laissant entrer l'air tiède et le parfum discret des fleurs que Camille avait commencé à planter autour des allées. Elle ne cherchait pas à effacer le passé, ni à dissimuler les années perdues, mais elle bâtissait quelque chose de neuf avec tout ce qu'elle avait reconquis. L'intérieur de la maison avait lui aussi changé. Le piano avait été déplacé vers le grand salon, baigné de lumière, et y tenait désormais une place centrale. Ce n'était plus un objet de silence, ni un témoin muet d'un drame ancien. C'était un instrument de travail, d'expression, de renaissance. Camille y jouait chaque jour, souvent à l'aube ou au crépuscule. Sa musique n'avait rien d'ostentatoire. Elle ne cherchait pas à impressionner. Elle composait, improvisait, reprenait les morceaux de son enfance et les transformait, les étendait, leur donnait de nouveaux contours. Pierre assistait souvent à ces séances depuis l'encadrement d'une porte, les bras croisés, sans intervenir. Parfois, il apportait un café qu'il déposait discrètement sur la table ou un livre ouvert à une page qu'il jugeait inspirante. Mais il ne parlait presque pas pendant ces moments. Il comprenait que Camille avait besoin de ce temps pour elle, pour organiser ce qu'elle était en train de devenir. Ils avaient repris leurs habitudes d'écriture commune, et le journal partagé se remplissait de souvenirs croisés, de réflexions, d'anecdotes. Camille y écrivait avec une rigueur étonnante. Elle ne cherchait pas à romancer ce qu'elle avait vécu. Elle exposait les faits, les émotions, les questions laissées en suspens. Le projet, au départ intime, prenait de l'ampleur. Un éditeur contacté par un ami de Pierre manifesta un intérêt sincère, mais Camille refusa toute publication pour le moment. Elle voulait que ce récit reste le leur jusqu'à ce qu'elle se sente prête à le livrer au monde. C'est dans ce contexte de reconstruction qu'elle prit une décision importante. Elle souhaitait organiser son premier récital public, non pas pour être reconnue, mais pour reprendre le fil de ce qu'elle aurait dû être. Elle ne se considérait pas comme une miraculée, ni comme une victime. Elle voulait simplement reprendre la parole, avec les moyens qui lui étaient les plus naturels. La musique, l'interprétation, la scène. Le récital fut programmé pour un dimanche de fin mai, dans la même salle qui avait accueilli le concert caritatif plusieurs mois auparavant. Mais cette fois, tout fut organisé par Camille elle-même. Elle choisit les pièces, conçut le programme, écrivit une brève introduction à destination du public, expliquant qu'elle allait jouer des morceaux composés durant une période de transition profonde de sa vie, sans donner plus de détails. Pierre, bien sûr, fut présent à chaque étape de la préparation, mais il resta en retrait, respectant l'indépendance de sa fille. Le jour du récital, la salle fut remplie rapidement. Des amis, des anciens employés du manoir, quelques musiciens de la région, des membres de l'association pour laquelle Camille avait brièvement collaboré. Tous avaient entendu parler de cette jeune pianiste discrète dont le talent émergeait dans l'ombre d'une histoire longue. Aucun article ne racontait encore toute la vérité, mais la rumeur avait circulé. Camille entra sur scène vêtue simplement, sans effet ni artifice. Elle s'assit, ajusta le tabouret, attendit quelques secondes, puis joua. Le programme était constitué de 3 pièces, une variation libre sur la mélodie qu'elle avait créée avec Pierre dans l'enfance, une composition personnelle inspirée des bruits du manoir à différentes heures du jour et un final plus vif,
presque joyeux, qui laissait entendre une libération. Chaque note fut posée avec précision. Pas de démonstration, pas de pathos. Elle jouait avec une retenue maîtrisée, une élégance qui captait sans dominer. Le public écoutait en silence, attentif à la moindre inflexion. Au centre de la salle, Pierre suivait les mouvements de ses mains, mais surtout l'expression de son visage. Il voyait en elle à la fois la petite fille disparue, la jeune femme retrouvée et l'artiste en devenir. Lorsque le dernier accord retentit, un bref silence suivit, puis les applaudissements commencèrent. Pas bruyants ni excessifs, mais profonds, sincères, comme une réponse à ce qui venait d'être donné. Camille se leva, s'inclina avec sobriété, puis quitta la scène. Elle retrouva Pierre dans les coulisses. Il l'attendait, le regard humide. Aucun mot ne fut échangé immédiatement. Ils se prirent dans les bras, brièvement. C'était assez. De retour au manoir, cette nuit-là, Camille reprit sa place devant le piano. Elle rejoua la mélodie initiale, non plus comme un rappel douloureux, mais comme un point d'ancrage. Elle n'évitait plus les notes du passé. Elle les accueillait, les modifiait, les intégrait. C'était sa manière de dire « Je suis ici, je suis resté debout et j'avance ». Pierre, assis à quelques pas, écoutait. Il ne pensait plus aux 10 années de silence. Il pensait à chaque note qui naissait, à chaque respiration entre deux accords. La musique n'était plus un souvenir, elle était redevenue vivante. Le manoir Beaulieu, après tant d'années figées dans l'attente, vibrait à nouveau. Pas comme avant, mieux. Et cette fois, chaque mélodie jouée trouvait sa fin naturelle, sa résolution. Et cette fois, pour la première fois depuis si longtemps, la musique s'acheva dans les applaudissements.